Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette session autour des territoires oubliés de l'information. À mes côtés pour cette discussion, deux sociologues, Yael Amsalem Mingui, chargée de recherche à l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, chercheuse associée à l'INED. Vous êtes l'autrice de Les filles du coin, vivre et grandir en milieu rural, paru cette année aux presses de Sciences Po. Et Benoît Coquard, chercheur à l'Institut national de la recherche agronomique. Et vous êtes l'auteur de Ceux qui restent, faire sa vie dans les campagnes en déclin, paru en 2019 à la Découverte. Donc bonjour à tous les deux. Bonjour. Donc deux spécialistes de la ruralité, parce que c'est essentiellement des zones rurales dont nous allons parler ici, c'est-à-dire des campagnes. Tout le monde voit à peu près à quoi ça ressemble, ou pour reprendre les mots fréquemment utilisés par les personnes que vous avez rencontrées dans vos études, les endroits où c'est mort, où il n'y a rien à faire, où tout est loin, où la question les écoles, les médecins, les services, etc., où c'est paumé, où tout se sait, où la question des transports est un défi, ou en tout cas un problème quotidien. Je voudrais lancer cet échange avec un passage qui ouvre le livre de Benoît Coquard. Il nous parle de Vanessa, trentenaire, employée dans un canton dépeuplé de la région Grand Est. Et vous écrivez « Elle est habituée à ce qu'on ne sache pas situer son département sur la carte, à ne pas revendiquer de racines régionales particulières, à ne pas faire ni entendre parler de là où elle a grandi, ni avoir dans les médias ou les lieux de pouvoir des personnes qui ont un parcours ou ne serait-ce qu'un accent similaire au sien. » Alors, à l'un ou l'autre, la question vous est adressée à tous les deux. Est-ce que c'est vraiment des territoires dont les médias ne parlent jamais ou presque jamais? Je pense que c'est déjà des territoires qui ne se sentent, en tout cas, peu parlés dans les médias. Après, quantitativement, on peut remarquer qu'en fait, il y a la ruralité à l'image de façon récurrente, notamment sous l'angle du rapport à la nature, de la nature. Aussi, on parle beaucoup de l'agriculture, des agriculteurs, bien qu'ils représentent environ 4%, 5% de la population active en milieu rural, et l'écrasante majorité en fait, des images médiatiques, on va dire, de ces espaces-là sont assez liées à l'agriculture, ou à finalement ce qu'on appelle un rapport plutôt contemplatif au territoire, qui est pour les gens dont je parle, notamment dans mon livre ou dans ce qu'on voit aussi dans celui de l'IAL, c'est un territoire, c'est une campagne productive à laquelle ils ont affaire, la campagne de la vie de tous les jours, où on essaye en fait de faire sa vie, de s'y sentir bien. Et donc il y a un hiatus là, pour le coup, entre la représentation qui en est donnée, et quand moi je les interroge, ils ont l'impression de ne jamais se voir eux. Et là, ça renvoie, comme vous le disiez en citant l'introduction là de mon livre, ça renvoie au fait aussi que les gens qui parlent de la société, qui diffusent des images du monde social, ne leur ressemblent peu en termes de manière de parler, de vision du monde, de trajectoire sociale. Et là, ça ouvre toute une boîte de Pandore, mais c'est tout l'enjeu de la démocratisation, il me semble, de l'accès à la parole publique qui est sous-jacent, pour que les personnes puissent se reconnaître en fait dans les médias. Est-ce que vous partagez ce Oui, constat? alors sur les filles que j'ai pu enquêter sur les territoires ruraux, ce qu'on observe aussi, c'est qu'elles vont rendre compte du fait que la médiatisation des espaces dans lesquels elles vivent sont extrêmement liés aux faits divers. Et quand il y a un fait divers nationalement ou localement important, d'un seul coup, elles voient arriver des journalistes qui leur demandent: est-ce que tous les gens d'ici sont comme ça? Est-ce que c'est bien une caractéristique propre à ce territoire-là? Alors, je vais apprendre tel ou tel fait divers, mais qui serait forcément... dont elle serait forcément porteuse aussi des pratiques, des comportements et des violences qui sont décrites dans le fait divers. Donc il y a cet aspect-là. Et puis il y a le fait de ne pas se reconnaître dans l'image contemporaine de la jeunesse actuelle, qui est forcément une jeunesse urbaine, de classe moyenne supérieure, blanche, hyper connectée, qui a un capital culturel et scolaire extrêmement élevé.
Et donc, c'est aussi une image de la jeunesse qui n'est pas la leur et qui va participer à faire qu'elles vont distinguer la jeunesse des villes de leur jeunesse à elles, en disant, mais de toute façon, en ville, si on arrive, elles sauront qu'on n'est pas d'ici, parce que les bourgeoises, elles ont leur code que nous, on n'a pas. Et rien qu'à la manière de se marcher, elles verront que nous, on n'est pas de là-bas. Et donc, avec toute cette construction aussi de l'image de la jeunesse à laquelle elles appartiennent pas, mais aussi parce qu'elle est peu mise en lumière, ou sinon par, on va dire, des stéréotypes soit misérabilistes, soit classistes, où on va figurer une classe populaire qui serait forcément dans l'extrême grande pauvreté, qui n'aurait aucun capital culturel, ou en tout cas, on ne lui reconnaîtrait pas de capitaux culturels pertinents et transmissibles et valorisants. Est-ce que vous avez l'impression que ces territoires ruraux sont moins médiatisés que d'autres territoires populaires, comme les banlieues, ou est-ce que c'est quelque chose qui ressort des entretiens que vous avez pu mener? Est-ce que les gens se sentent moins médiatisés que d'autres dans d'autres territoires? Tu veux que je... En fait, c'est un peu compliqué pour moi de raisonner en termes quantitatifs là-dessus. Je dirais que là, ça serait, par rapport à votre première question, déjà l'idée d'être moins bien médiatisé peut-être. Mais d'un autre côté, Yael a commencé un début de réponse là, en expliquant que finalement, on s'y intéressait pendant les faits divers et que ça pouvait stigmatiser certains territoires et en retour certains groupes sociaux. En fait, ce qu'il faut préciser, c'est que en milieu rural, la spécificité, c'est qu'on a beaucoup plus dans les proportions d'ouvriers, d'employés, de gens qui sont dans des métiers manuels, peu qualifiés, qui n'ont pas fait d'études supérieures. Donc on a une sociologie un peu inversée du centre de Paris. Bon, ça n'étonne personne, mais c'est ces catégories sociales-là qui vont le plus s'identifier comme des ruraux, notamment dans la jeunesse, parce qu'ils savent qu'ils vont faire leur vie là-bas, qu'ils vont vivre et travailler au pays, et que du coup, leur identité sociale, elle va être en termes de rural. Alors que finalement, quelqu'un qui vient des catégories plus privilégiées, qui vit à 300 km de Paris, il a de grandes chances de faire ses études supérieures, néanmoins dans des grandes métropoles, ça ne va pas lui poser des problèmes de mobilité. Et donc la représentation, qui vont se sentir mal représentés, ça va largement être lié à ça. Et peut-être ce qui serait intéressant de voir avec eux, c'est de voir dans quelle mesure ils se sentent dignes d'intérêt. Moi, c'était quelque chose qu'on me renvoyait beaucoup dans mes enquêtes. Je pense que toi aussi, tu en parles un peu dans ton livre. Et c'est l'idée de dire, mais ici, il n'y a rien d'intéressant. Et je crois d'ailleurs que j'ouvre le bouquin sur pourquoi faire un livre qui parle de nous, parce qu'on me renvoyait sans arrêt cette question-là, et donc on ne se sent pas forcément moins traité, sous-traité par les médias, parce qu'on ne sait même pas qu'on peut être digne d'intérêt, puisqu'il n'y a pas de toute façon un discours, on va dire, public, qui est débattu, qui est vu comme un enjeu majeur, on va dire, de notre temps. Et spécialement en plus pour les jeunes ruraux, qui, au sein même de la population rurale, ils sont beaucoup moins visibles que les autres générations. On voit beaucoup plus, on va dire, les gens plus âgés qu'eux dans l'espace public, dans l'espace des loisirs, dans la représentation politique. Donc ils sont doublement invisibilisés et ils l'ont tellement intériorisé qu'ils ne demandent pas forcément à être sur tous les documentaires du monde, quoi. De ce point de vue, est-ce que les Gilets jaunes ont changé quelque chose? La question lors de la couverture médiatique Alors oui et non, parce que la question de l'âge des personnes qui étaient mobilisées dans les mouvements des Gilets jaunes, elle a été très peu analysée et regardée au prisme de la jeunesse ou pas. On a découvert un peu tardivement qu'il y avait des femmes qui étaient dans les Gilets jaunes, pourtant elles étaient là dès le début, mais on n'a pas découvert qu'il y avait des jeunes. Et donc clairement, ça n'a pas du tout participé à une image. Alors on va toujours penser à l'engagement des jeunes, à la participation des jeunes dans l'espace politique, dans l'espace médiatique, et pour autant, quand ils ou elles s'impliquent et s'investissent, on ne va pas reconnaître ces formes d'investissement comme des formes d'investissement légitimes, ou dans ces cas-là, on va les remettre dans les catégories plus usuelles, alors des ouvriers ou des ouvrières. Et donc, c'est pour telle ou telle raison qu'ils ou elles vont se mobiliser. On va les porter parce qu'ils sont lycéens ou lycéennes, mais pas d'abord en tant que jeunes. Et donc, c'est ça aussi où il va y avoir de la tension dans leur discours en disant « mais nous, on a aussi des choses à dire en tant qu'acteurs de notre propre génération, mais ce n'est pas là-dessus sur lequel on a de l'espace. » Enfin, moi, les filles que j'ai rencontrées, elles ne se placent pas en concurrence par rapport aux filles des villes ou à des filles qui habiteraient dans des cités d'habitat social, mais par contre, au fait que si c'est pour être stigmatisées, alors non merci, en fait. Clairement, si c'est pour être juste remise, soit ridiculisée, soit être voilà, le support de blagues ou de misérabilisme, non, quoi. Il y a une saturation aussi
de l'impression, de la distance qu'il peut y avoir entre l'image médiatique et les populations qu'elle a. Si je peux me permettre de réagir 2 petites secondes là-dessus, parce que en fait, c'est derrière ça, il y a toute l'idée qui est intériorisée, il me semble, par les ruraux, que pour faire sa vie comme on l'entend, avec le style de vie qu'on a, et de manière à ce qu'il soit légitime, c'est aussi une forme de repli sur soi qui est nécessaire. C'est-à-dire, pour faire notre vie comme on l'entend, on ne va pas se frotter, entre guillemets, à d'autres espaces sociaux, notamment à la ville, parce qu'on sait qu'à la ville, c'est d'autres modèles qui prévalent. Nous, on s'intéresse beaucoup à la jeunesse. On voit par exemple comment le modèle des étudiants, de ceux qui font des études supérieures, domine aujourd'hui les trajectoires de vie des jeunes. Et si on ne fait pas d'études supérieures, on a tendance à sentir qu'on rate un petit peu sa vie, en gros, pour les jeunes. Et les jeunes ruraux, eux, ils sont plutôt dans un modèle à dire on s'en fiche des études supérieures, nous, on n'a pas besoin de ça. On n'en entend pas parler, la fac, c'est loin. Et c'est un peu pareil pour différentes générations rurales, de se dire, finalement, moins on parle de nous, plus on peut faire notre vie comme on l'entend. Et moi, on me disait, ici, c'est un peu la Corse sans la mer. Parce que finalement, on a un peu la mentalité insulaire, et personne vient nous embêter et nous dire quoi faire. Et d'ailleurs, dans les Gilets jaunes, dès le début, il y avait un peu ce mouvement-là de dire, ils viennent légiférer sur des pratiques qu'ils ne connaissent pas. On utilise notre territoire comme on le veut. Alors, vous dites justement sur les Gilets jaunes dans votre livre qu'ils ont eu l'impression de s'être rendus acteurs de la grande actualité. Est-ce qu'effectivement, ils ont couvert, on avait mesuré, les Gilets jaunes ont occupé 20% des sujets de JT entre novembre 2018 et fin mars 2019, par exemple. Voilà, comment est-ce qu'ils ont vécu ça? Ouais, mais alors, vous avez déjà un petit typiquement sur cette question-là de 20% d'actualité des Gilets jaunes, il faudrait regarder combien en pourcentage ça a pris d'occupation les Gilets jaunes dans les manifestations parisiennes et des reportages sur les territoires. Et clairement, ce n'est pas aux mêmes heures que sont passés les reportages sur les territoires où l'actualité, la surmédiatisation de mouvements, de violences, y compris des violences policières dans l'autre sens, mais dans les manifestations des très grandes villes, et ce qui s'est passé sur, vraiment clairement, autour des ronds-points, autour des usines, autour des lieux de sociabilité des territoires ruraux, vraiment ancrés sur les territoires, y compris en Outre-mer. Moi, je trouve ça très pertinent de le voir comme ça. Moi, je l'avais vu du côté des leaders du mouvement des Gilets jaunes. Ce qui m'avait impressionné, c'est que moi, j'avais commencé mon travail longtemps avant, mais les Gilets jaunes sont arrivés en même temps. Et beaucoup de personnes qui avaient monté des mouvements de Gilets jaunes étaient des femmes divorcées, des personnalités assez improbables pour le champ politique. Et je n'ai jamais retrouvé en fait ce type de personnes-là, de jeunes femmes ouvrières ou employées dans les services d'aide à la personne en milieu rural, sur le devant des scènes médiatiques. Quand on interviewait les Gilets jaunes, les représentants des Gilets jaunes avaient en commun d'habiter tous aux environs des rédactions de médias. Ils étaient sur Paris ou en banlieue parisienne, donc proches des journalistes disponibles, et ils étaient aussi habitués à se mettre en scène sur les réseaux sociaux avant le mouvement. Et je pense que ça a largement joué dans finalement le tri social implicite qu'il y a eu dans la désignation de quand même représentants, même si de manière informelle, donc c'était pas statué, mais en tout cas à l'éviction progressive des racines rurales du mouvement qu'avait vraiment pris comme ça dans les péages et dans les ronds-points, et qu'on a de moins en moins vu au profit d'une confrontation entre policiers et manifestants sur Paris même. Et de là, en fait, je pense que ce mouvement a été largement dénaturé, et ils avaient l'impression de faire partie de la grande histoire dans les premiers jours, sur une forme de politisation de bon sens, au moment où ils disaient 9 Français sur 10 pensent comme nous, tout le monde klaxonne, tout le monde nous applaudit, et ils se sentaient légitimes, alors qu'ils me disaient on n'est pas du genre à réclamer, on ne veut pas passer pour des gens politisés, justement. Et dès qu'en fait l'image médiatique du mouvement s'est retournée, je vous rappelle qu'à la veille du mouvement, il y avait des émissions comme Les Grandes Gueules, etc., qui appelaient à mettre le gilet jaune. Donc évidemment que voilà, c'était très populiste de cette manière-là. Et 2 semaines après, quand même, la couverture médiatique du mouvement était tout autre. On voyait que des images de casseurs. Et donc les gens me disaient, moi j'ai perdu des amis maintenant. Parce que je suis gilet jaune dans le coin, dans mon village, les gens commencent à m'assimiler aux casseurs de Paris. Donc j'arrête. Je suis gilet jaune du cœur, mais vu la mauvaise représentation médiatique, là, j'arrête de me mobiliser. Une dernière question sur la représentation. Vous m'avez dit en préparant cet échange qu'elle exerçait des effets également sur les gens. Et vous me parliez, je crois que c'est vous, Benoît, de quelqu'un qui a été interrogé dans un JT de TF1 après le premier tour de la présidentielle. Je crois que c'est... Et qui est finalement rentré dans un rôle, malgré lui ou malgré elle. Est-ce que vous voulez nous raconter ça? Non, je peux le dire en quelques secondes. En fait, quand on ne se sent pas légitime à prendre la parole, et notamment dans l'interaction directe avec un journaliste, c'est pour ça que je pense que le journalisme de terrain a vraiment une importance, le fait de prendre contact avant, de déjà tisser des liens. On a tendance, quand on est dans cette position-là d'illégitimité, à vouloir donner une bonne réponse.
Même nous, sociologues, les gens nous disent souvent, est-ce que j'ai bien répondu? Parce qu'on impose une certaine violence symbolique, comme ça on est surdiplômé par rapport aux populations qu'on étudie et tout. Et donc là, c'était un lendemain d'élection présidentielle dans un village où un journaliste d'une des plus grandes chaînes de France vient sur un micro-trottoir demander aux gens pourquoi ils ont voté FN. Et il y a une personne qui fait partie des gens sur lesquels j'enquête, qui n'avait pas voté la veille et qui dit moi j'ai voté Le Pen parce que on est contre l'assistanat, etc., alors qu'il n'a jamais voté Le Pen. Et en fait, il donnait aux journalistes ce qu'ils voulaient entendre, et c'était une belle scène, voilà, je trouve, de vouloir avant tout s'accommoder du stéréotype qu'on pense que les gens portent à notre égard. Si tu veux que je joue le beauf de la campagne, selon le stéréotype que je connais de moi, je vais le faire, en fait. Quelle information est consommée, utilisée qu'est-ce que les gens dans ces territoires regardent, lisent, écoutent? Alors, je pense que dans les 2 enquêtes qu'on a pu faire, ce qui est clair, c'est que la télévision est allumée. La télévision est allumée tout le temps dans les familles, même si on a l'impression que la télévision ne serait plus, en tout cas dans les familles populaires. Elle reste très présente. Elle reste très présente à la fois par son espace, sa taille, le fait qu'elle soit au milieu du salon, le fait que ce soit des très grands écrans. Et avec le son ou sans le son, ça va dépendre des moments. Et puis ensuite, moi, dans l'enquête que j'ai faite sur les filles, donc, qui sont âgées de 15 à 25 ans essentiellement, elles vont passer par des supports médiatiques comme le reste de leur génération, donc essentiellement des médias sociaux. Elles sont connectées, y compris quand elles habitent dans des zones blanches. Faut pas croire, c'est pas parce qu'on est en territoire rural qu'on n'a pas découvert que c'était Internet. Et donc elles ont des axes, elles savent très bien où est-ce qu'elles peuvent capter ou pas. Elles vont se débrouiller pour pouvoir charger les vidéos et puis après les regarder plus tard et ainsi de suite. Et donc elles vont être beaucoup, comme le reste de leur génération, sur ces éléments-là. Par contre, ce qu'on va voir, c'est qu'il y a des effets de classe sociale et des effets de capitaux culturels et scolaires qui vont faire que quand on est un jeune ou une jeune de classe populaire, on a moins les outils pour aller chercher diverses sources d'informations éventuellement contradictoires et on va aller davantage vers des sources qui nous sont proposées par les réseaux d'interconnaissance ou qui sont proposées même par les médias sociaux et les algorithmes qui pourraient y avoir derrière. Donc voilà. Donc elles vont à la fois être dans des polarisations culturelles, elles vont beaucoup regarder tout ce qui est clips, vidéos, séries de leur génération, bien moins le JT, éventuellement vite fait quand ils passent, et surtout quand il y a un sujet d'actualité qui les touche ou qui les concerne. Alors clairement, quand il y a des faits divers, elles vont regarder ce qui se dit autour du fait divers, même si ce n'est pas un fait divers du coin, pour voir et se dire que en fait, ça peut être aussi pire ailleurs que ce qu'on a construit autour d'elle comme étant le pire. Parce qu'en fait, il y a quand même beaucoup cette image de beauf, pauvre, qui serait pire ici, et finalement se rendre compte qu'éventuellement, il y a un fait divers à côté qui permet de se dire « chez nous, c'est pas aussi pire que chez eux ». Ça permet de construire un discours collectif sur le local. Oui, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Peut-être sur la PQR, sur la presse quotidienne régionale. Parce qu'il y a quand même encore, moi ce que j'ai vu, c'est une consultation récurrente en fait du journal local par les jeunes qu'on va lire chez la grand-mère qui est abonnée parce qu'on ne va pas se payer l'abonnement. Voilà, un journal papier, pour eux, ça serait une folie. Mais en tout cas, ils vont regarder les résultats. Ce serait une folie juste parce que ça paraît d'un autre temps. Parce qu'ils peuvent avoir des trucs gratuits, oui, voilà, parce que économiquement, c'est trop cher déjà. De toute façon, ils ne peuvent pas se payer l'abonnement. Et puis pour le coup, il n'y a pas de réduction en direction des jeunes par la presse quotidienne régionale. Il y a des abonnements pour Le Monde, Libé, etc. Et puis encore, il faut être étudiant souvent. Enfin, mais en tout cas, ils ne vont pas le faire. Mais ils continuent de la regarder pour voir le match de foot qui a marqué le but, pour voir les petits faits divers, pour voir la copine qui est en photo, même à 20 mètres au 3e plan, parce qu'elle est aide-soignante, et puis qu'il y a une photo à l'hôpital, et puis on va mettre la photo après sur Facebook. Et ce qui est marrant, c'est tout le lien entre Facebook, les groupes d'interconnaissance et comment on lit le journal local, comme on va lire sur Facebook aussi des infos sur les gens et comment tout ça se tient ensemble. Et tout à l'heure, quand tu disais que le groupe d'interconnaissance, il valide aussi beaucoup, par exemple, les théories qu'on va pouvoir lire sur Internet et tout, je trouve que ça renvoie au même ressort, c'est-à-dire qu'on a envie de lire les mêmes choses que les autres. Parce qu'il faut se dire aussi que le prix à payer pour arriver à considérer qu'on a un mode de vie légitime alors qu'on est loin des grandes villes, alors qu'on ne fait pas partie des classes sociales les plus privilégiées, etc., c'est du conformisme en fait derrière. Et c'est de parler de la même chose que les autres, de s'intéresser à la même chose que les autres. Et donc la presse quotidienne régionale, vu qu'elle parle du proche, elle participe de ça.
Maintenant, dans bien des cas, elle est dans un état voilà, compliqué, où elle peut de moins en moins faire de reportages. Enfin, il n'y a pas qu'elle, mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que les jeunes n'ont pas arrêté de s'intéresser à ce qui est relayé par la presse quotidienne régionale. Et comme ce sont des territoires où il faut souvent prendre la voiture, je me demandais si les radios, qu'elles soient généralistes ou d'information, étaient très écoutées, ou au contraire, est-ce que c'est davantage des radios musicales, ou alors on n'écoute pas la radio. Je ne sais pas si vous avez pu observer des choses à ce sujet. Quand les filles, par exemple, se baladent avec leurs parents en voiture, voilà, il y a un jeu sur le type de radio qui peut être écouté. Donc ça va être clairement France Info parce qu'il y a de l'info en continu, voilà, ou ça peut être de la radio locale parce que justement il y a de l'information plus proche. Et bien souvent, de la bataille avec le téléphone, où on peut écouter sa propre musique et donc enfin être reconnu en tant que jeune sur un moment voiture. Après moi, les filles que j'ai rencontrées, pour une grande partie d'entre elles, elles n'ont pas de voiture à elles. Donc la question de comment elles équipent leur voiture ou le temps qu'elles passent en voiture, il s'y pose différemment. Ce qui est clair, c'est qu'il n'y a pas genre l'écoute de podcast sur les grandes routes. Moi, en tout cas, je n'ai pas du tout rencontré de pratique de ce type-là, d'information par ce biais-là. Voilà. Juste, du coup, en parlant de la voiture, ce qui me fait penser à ça et en lien avec la PQR, c'est la place des accidents de voiture dans les récits, et notamment avec des mères, des filles, qui passent beaucoup de temps à scruter en fait, les photos. Et les photos pour voir où sont leurs filles. Est-ce qu'elles ont été dans la mauvaise soirée où il ne fallait pas aller parce qu'il y a eu une fête et la police est arrivée, et donc il y a 2-3 photos qui circulent. Voir quand il y a un accident de voiture, quand il y a la photo de l'accident, quelle est la plaque d'immatriculation qui est concernée. Est-ce que c'est une plaque qu'on connaît ou est-ce que ce n'est pas une plaque qu'on connaît? Et donc on voit comme ça la place de la voiture dans la vie quotidienne, où ça va être à la fois dans un lieu pour aller au travail, à la fois un lieu pour aller jusqu'au retour du car scolaire, mais aussi qui va être un lieu pour passer du temps, y compris quand on est en temps de travail fractionné. C'est-à-dire qu'on embauche et on débauche plusieurs fois dans la journée quand on bosse à l'usine ou quand on bosse au supermarché, mais des temps qui ne permettent pas de rentrer chez soi ou avec des coûts économiques beaucoup trop forts en termes de distance domicile-travail, qui font qu'on va rester dans la voiture. Et ce temps dans la voiture, c'est aussi un temps qui est passé à lire sur son téléphone des choses, à écouter de la musique ou à écouter des infos. Donc c'est pas que le temps du domicile-travail, c'est aussi tous les temps perdu, entre guillemets, du temps en fait, qu'on passe à faire des choses avec ses potes dans la voiture, même si la voiture, elle est immobile. Et comment, si on renverse tout à l'heure, on a démarré en parlant un petit peu des représentations que les médias pouvaient diffuser de ces territoires. En sens inverse, quelles sont les représentations, comment les gens que vous avez pu rencontrer perçoivent les médias ou les journalistes ou l'information qu'ils produisent? Pas très bien. En fait, la parole est libre. Ouais, non, mais c'est une vaste question. Moi, je me suis souvent amusé à la provoquer, en fait, cette discussion-là autour des médias, parce que, comme Yael le disait, la télé est en fond sonore en permanence. Moi, je passais la plupart de mon temps pour mes enquêtes chez les uns les autres, chez les gens. Et même quand il y a des invités, la télé, elle est toujours allumée. Et il y a le monsieur de la télé qui parle et dont on écoute la parole, où on se dit que, on écoute d'une oreille. Parfois, on recycle un petit peu ce qui est dit, mais on ne va pas directement contester, par contre, la vérité là au moment de la télévision. Par contre, ils ont tendance à vraiment critiquer l'idée que voilà, il y a une bulle, que les gens sont dans un autre monde, notamment avec les thématiques. Mais en fait, c'est pas paradoxal, hein, mais le média est vraiment mis dans la même. La critique du média va toujours aller avec la critique des hommes politiques, des politiciens, avec la critique en gros des dominants au sens large, parfois de façon indifférenciée en fait, de tous ceux qui parlent de loin. Qui, par exemple, on reprochait beaucoup, moi devant moi, aux journalistes, de phraser. C'est-à-dire, phraser, c'était pour critiquer les gens qui faisaient des longues phrases sans rien de concret dedans. C'est-à-dire celui qui pourrait te vendre une bouteille d'eau vide, etc. Et moi, souvent, on me le renvoyait, vu que j'avais l'image d'un prof, d'un chercheur. Vous êtes les gens qui phrasent, c'est comme les politiciens, les journalistes. Au final, ça participe d'un ethos de la bourgeoisie, en fait, de faire des longues phrases pour se distinguer. Et c'est renvoyé, en fait, dans les classes populaires à quelque chose qui est vu comme être inconstant, ne pas pouvoir être digne de confiance.
Et déjà dans le style en fait de prise de parole, dans la manière de mener les débats, il y avait quelque chose qui éveillait chez eux la défiance dans les médias. Et je trouve ça intéressant, plus que on est toujours en train de se focaliser sur le contenu, qu'est-ce qu'on doit dire, mais c'est aussi comment le dire et qui incarne cette parole-là. Et parfois, ils avaient tendance à davantage s'identifier dans certaines émissions qui peuvent avoir des relents populistes, parfois selon certains, mais en tout cas parce que justement, il y avait des gens à la télé dont les corps, dont les manières de parler, etc., ressemblaient plus en fait à des gens de leur catégorie sociale, même s'ils ont un accent marseillais. Vous voyez. Mais pour eux, les Marseillais, ils leur ressemblent plus, même s'ils sont du fin fond du Grand Est, que les Parisiens qui parlent dans les rédacs à Paris. Ouais. Et c'est comme ça. Et ça, c'est des affinités sociales qui font qu'on croit plus les gens qui nous ressemblent, en fait. Oui, et Yael, vous me disiez que vous aviez constaté que les gens, enfin, comment dire, prêtaient plus d'attention à la limite aux messagers qu'aux messages, et justement se demandaient s'ils s'identifiaient à la personne qui parlait à la télévision. C'était une dimension importante de leur rapport. Oui, voilà. Alors la question de s'identifier aux personnes qui parlent à la télévision, elle est extrêmement fréquente. Mais en fait, on va la voir aussi sur des événements qui peuvent être organisés localement. Et quand arrive le journaliste qu'on connaît, que tout le monde connaît, de la PQR essentiellement, qui vient prendre des photos et poser 3 questions. Et d'un seul coup, on voit un relissage des corps, tout le monde se tient droit, est-ce que là ça va? Mais te rends compte, s'il me prend en photo, je devais pas être là, mes parents, qu'est-ce qu'ils vont dire? Et puis ça va être aussi, non mais attends, là ma grand-mère, elle va me voir dans le journal, il faut que je pose. Donc ça va être un peu tout, et tout ce qui va être de la représentation, mais qu'est-ce qui va être aussi figé dans le temps? Et comment le rôle en fait de cette personne-là est à la fois impressionnante, mais à impressionner pour quand même que ça soit son cliché qui passe dans le journal, et puis avec la bonne image qu'on voudrait faire passer à ce moment-là. Et ce qui est intéressant, c'est que même si c'est des jeunes, pour une grande partie, plutôt loin, en termes de capitaux culturels, des journalistes, enfin, en tout cas, elles vont se situer plutôt loin des journalistes, elles les connaissent en fait. Elles les connaissent pour les quelques-uns qui sont dans tous les plans locaux, qui viennent à chaque fois à toutes les fêtes, qui sont... voilà, qui viennent faire les sujets de terrain et qui viennent pas juste à un moment, à un épiphénomène, c'est les élections présidentielles, tac, on voit arriver quelqu'un, on ne sait pas d'où ça arrive. Et on voit qu'il y a aussi un discours qui va être différent entre ces journalistes qui arriveraient un peu par le haut, en hélicoptère par Paris, qui connaisseraient rien, et voilà, à ceux qui se tapent tout le travail de terrain toute l'année, en fait, et vers qui il y a un peu moins de défiance, mais où on sait qu'aussi, si on parle, on passera dans le journal, et pas si on parle, ça donnera rien. Donc il y a un peu ce côté-là aussi qu'on va voir revenir dans leurs propos. D'accord. Qu'est-ce que... Là, on a discuté un petit peu de leur rapport, de leur perception aux médias. Est-ce que vous pourriez ou sauriez nous dire ce que les gens attendraient finalement des médias? Est-ce que des choses qu'ils vous ont racontées, de ce que vous avez pu observer, vous pourriez déduire des attentes voilà, vis-à-vis des médias? Parce que c'est pour bricoler une réponse, c'est ce que tu viens de dire en fait qui m'inspire. C'est sur la presse quotidienne régionale, la remarque quand même critique que j'entendais, c'est qu'on voit toujours les mêmes têtes. C'est-à-dire que il y a notamment les proches de la correspondante locale dans le village. On sait que dès qu'ils feront un truc, et puis en plus ça a tendance à être les gens qui ont un peu, qui sont dans la culture, enfin voilà, qui sont proches du coup de la personne qui écrit, parfois bénévolement. Ils se retrouvent à être surmédiatisés, même si c'est dans la presse quotidienne régionale, elle est très lue. Donc, et ils vont dire finalement, c'est toujours les mêmes qui représentent le village. Dès qu'il y a un conseil de je ne sais quoi, c'est toujours les mêmes personnes autour de la table, et nous on ne voit pas. Donc c'est d'arriver à visibiliser tout le monde. Je pense que ça pourrait être c'est un enjeu de démocratie de toute façon. Mais voilà, j'apprends rien aux journalistes là-dessus. Et à niveau plus général, en fait, on pourrait, je pense, un peu tirer ce mot d'ordre-là. Je pense que ça pourrait être intéressant pour eux. Mais vraiment, il y a une micro-révolution qui serait aussi de démocratiser l'accès à la parole publique, l'accès au métier de journaliste, l'accès au métier aujourd'hui de politicien, de représentant politique. Parce qu'on sait que les catégories sociales qui peuplent majoritairement les milieux ruraux sont sous-représentées, et on sait que aujourd'hui, il n'y a vraiment pas de mise en avant en fait de profils comme ceux que nous on rencontre, alors même qu'ils ont une parole, ils ont des centres d'intérêt, notamment politiques et sociétaux, qui seraient à même de créer de la nouveauté, d'amener du débat, et c'est un peu dommage de les laisser sur la touche là-dessus. Ok.
D'accord. Je vous soumets 2 questions dans le temps qui nous reste. C'est évidemment, on a trop peu de temps. Une première question qui nous est posée. Les journalistes aussi sont issus des classes supérieures. Comment peuvent-ils gommer cette séparation non voulue sur le terrain rural? C'est la première question. La deuxième que j'ajoute, elle concerne plus les enjeux de désinformation. Est-ce que vous avez eu l'impression que ce sont des territoires qui peuvent être plus perméables à la désinformation? Ouais, alors sur la question de la distance sociale entre les journalistes et les jeunes, en tout cas qu'on a pu rencontrer, parce qu'on n'a pas rencontré toute la population de tous les territoires ruraux, y compris de toutes les fractions, de tous les âges des classes populaires. En fait, c'est surtout déjà savoir d'où on parle et se rendre compte de d'où on parle. Et je pense que déjà prendre conscience de ce qu'on va traverser, ce qu'on va transporter avec le capital qu'on a, avec la représentation. Est-ce qu'on est une chaîne nationale? Est-ce qu'on est un média national? Est-ce qu'on est un média régional? Est-ce qu'on est un média micro-local? Est-ce qu'on est un média associatif alternatif? On ne va pas véhiculer les mêmes choses, mais du coup, on ne va pas avoir les mêmes représentations, les mêmes critiques et tout ça. Mais bon, là-dessus, je pense que je ne vous apprends rien. Mais malgré tout, déjà prendre conscience de comment on arrive. Est-ce qu'on arrive en taxi ou est-ce qu'on arrive en train? Est-ce qu'on arrive, comment on arrive habillé? Enfin, c'est bête, les marques qu'on va véhiculer, le type de stylo qu'on va sortir. Enfin, voilà, tout l'équipement. Non, mais parce qu'en fait, c'est tout ça qui est scruté. C'est ce qu'on scrute chez un prof quand on est au collège. C'est ce qu'on scrute chez tout le monde en permanence. Et les premières manières de décoder quelqu'un, ça va être par son apparence. Donc, comment on est coiffé, comment on est habillé, comment on se comporte, en fait. À qui on dit bonjour, à qui on ne dit pas bonjour aussi, ça va jouer. Donc il y a ça, et la deuxième partie... Sur la désinformation. Ouais, sur la désinformation, à mon avis, il n'y a pas plus de désinformés en territoire ruraux qu'en territoire urbain. Et il n'y a pas plus de désinformés ou de moins bien informés dans les jeunes qu'on a pu rencontrer que dans d'autres formes de la jeunesse ou dans d'autres âges de la vie. Ça serait un peu trop facile de penser que seuls les jeunes des classes populaires rurales seraient en voie ou une proie pour la désinformation. Rien à rajouter. D'accord, mais merci à tous les deux. On va devoir s'arrêter là. Merci à tous d'avoir suivi cette session. Merci.